De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en fin une gamme de chaleur historique patron des rôtisseurs à propos de Bonsoir à tous, vous êtes sur ligne 68, cas par cas, avec ce soir Loïc Minéry. Bonsoir Loïc. Bonsoir K. Vous êtes une nouvelle figure dans le paysage politique mulhousien, vous êtes candidat au municipal. Alors, comme on ne vous connaît peut-être pas beaucoup, en quelques mots, présentez-vous. Oui, donc c'est vrai que je suis relativement nouveau sur la scène politique mulhousienne. Mais pour dire quelques mots sur mon parcours, j'ai grandi dans le bassin potassique. J'ai habité entre Wittenheim et Kingersheim durant mon enfance, mon adolescence. Et puis rapidement, durant mes études, j'avais envie de m'installer sur Mulhouse pour profiter de la vie un peu plus active, notamment la vie étudiante et puis la vie culturelle, l'offre culturelle de Mulhouse. Donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de venir m'installer sur Mulhouse. Après, sur le plan politique, j'ai déjà eu un parcours entre 2007 et 2010. J'ai été membre du MoDem au moment de sa création, jusqu'en 2010, que j'ai quitté au moment des régionales, lorsque en fait, Yann Verling, qui était à l'époque tête de liste aux régionales, avait refusé d'apporter son soutien à la liste Fernic-Bigot, ELV et PS fusionnée au moment du deuxième tour des régionales. Et entre 2010 et 2016, en fait, j'ai plus d'expérience politique. Et c'est à partir de 2016 que je me suis vraiment réintéressé à la chose en me disant qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, que j'avais des convictions fortes en matière d'écologie et j'ai voulu les traduire au sein de ELV. Voilà, c'est de là que vient mon engagement au sein d'Europe Écologie Les Verts. Alors, qu'est-ce que c'est être écologiste en 2020 ? Être écologiste en 2020, et notamment en Alsace, ça a un sens. Je pense qu'ici, on est sur les terres de gens comme Solange Fernex, de gens qui ont marqué l'histoire par leur combat antimilitariste, leur combat contre les grands projets le long du Rhin, pas seulement le nucléaire, mais également, il faut s'en souvenir, du côté de Markelsheim, l'usine chimique. Donc c'est des combats qui ont marqué l'histoire alsacienne. Et donc s'inscrire dans les pas de ces personnes, c'est quand même, ça donne à la fois de la force et en même temps une forme de responsabilité. Et être écologiste en 2020, c'est se dire, ben voilà, on prend la mesure de l'urgence climatique, on prend la mesure du chaos climatique à venir. On se soucie maintenant à fond des générations futures plutôt que de se contenter d'attendre, de se contenter de prendre des mesurettes. Et on y va à fond et on change totalement de modèle pour remettre le bien-être et le bon vivre au cœur de toutes les priorités. Vous êtes dans un territoire impacté forcément par Fessenheim. Fessenheim 1, c'est terminé. Fessenheim 2, c'est dans quelques semaines. Comment vous voyez l'après-Fessenheim, vous, en tant qu'écologiste ? Alors l'après Fessenheim, il doit se construire, à mon avis, de manière plus sobre. C'est-à-dire que les projets qui sont aujourd'hui imaginés autour de Fessenheim ne tiennent pas compte, je pense, des enjeux réels du territoire. On a un contexte où on a des élus locaux qui veulent encore de l'industrie lourde, qui veulent tout simplement le recyclage des composants nucléaires sur le site de Fessenheim. On dit que ce n'est pas la voie à suivre, on dit qu'il vaut mieux concentrer l'activité de recyclage sur un site en particulier et pas l'éclater partout en France, en Europe. Donc les Allemands, ils sont très réticents, nous aussi on y est réticents. Je pense qu'il y aurait tout à inventer, notamment dans ce qui concerne la recherche sur le démantèlement. Et c'est une proposition qu'on a déjà fait, les écologistes en Alsace ont déjà fait cette proposition avec le démantèlement, un centre de démantèlement à côté de Fessenheim, sur le site de l'actuelle centrale. Et pourquoi pas aussi se lancer dans d'autres aventures, comme les énergies renouvelables, comme également des pratiques agricoles telles que le maraîchage, telles que l'agriculture raisonnée dans le secteur de Fessenheim. Ça répond aussi à l'autonomie alimentaire, c'est un besoin urgent. On le voit bien aujourd'hui avec la crise du coronavirus et tout ce que ça implique en termes de dépendance alimentaire. À propos de coronavirus, justement, alors vous êtes dans votre vie aussi professeur de lycée. C'est une expérience nouvelle pour vous, finalement, d'être mis un peu au chômage technique, puisque pendant 2 semaines, il n'y a pas cours. Comment vous faites? Alors, que faites-vous? Déjà, oui, il faut le relever, c'est une première. Je n'ai pas souvenir en 8 ans, 9 ans d'exercice, d'avoir été dans cette situation où on nous dit de ne plus venir sur notre lieu de travail durant 15 jours. Donc ça marque les esprits, ça pose question et c'est sûr que ça interroge, il y a un peu une psychose et nos élèves sont souvent très attentifs au bruit qui circule sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram. Donc du coup, on doit aussi peut-être, nous, avoir notre rôle. On doit rétablir des formes de vérité par rapport aux bruits qui peuvent courir et on doit évidemment assurer une forme de continuité pédagogique autant que possible pour ne pas pénaliser les élèves. Et surtout, je pense que la situation est exceptionnelle, le dispositif doit être tout autant. Ça veut dire que vous assurez les cours quand même, d'une façon ou d'une autre, actuellement ?
Alors actuellement, en ce qui me concerne, c'est un peu plus compliqué vu que je suis en retrait pour les élections municipales, mais par contre, oui, ce qui est demandé aux collègues, c'est d'assurer les cours, alors dans la mesure du possible avec des lycéens, de transmettre les cours avec des fichiers à envoyer directement aux élèves par le biais de mon bureau numérique, qui est la messagerie qui met en relation élèves, parents et professeurs, et également aussi d'avoir des supports de classe virtuelle pour leur permettre d'enseigner des contenus, donc voilà. Mais après, c'est en fonction des capacités des uns et des autres, et en fonction aussi des élèves qui sont équipés ou non. Vous êtes un candidat jeune, hein, vous avez 33 ans, vous partez à la conquête d'une mairie de plus de 100 000 habitants, on est près des 110 000 effectivement. Est-ce que vous incarnez peut-être de nouvelles valeurs, des valeurs de la jeunesse justement, une autre façon de faire? Alors, modestement, hein, parce qu'il faut toujours être modeste dans ce cas-là, il ne faut pas prétendre qu'on va tout réinventer, mais il faut, oui, dire clairement on s'inscrit dans une forme de renouvellement. Renouvellement des visages, vous l'avez dit, le fait d'être jeune, même si ça ne détermine pas la qualité de l'action publique ensuite, hein, mais le fait aussi d'avoir peut-être d'autres motivations. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'arrivé aux responsabilités, on ne souhaite pas cumuler. Au-delà des responsabilités que nous aurons à prendre dans l'agglomération, on ne souhaite pas cumuler d'autres mandats, d'autres postes, ni dans le temps. On estime que 2 mandats, par exemple, au niveau de la municipalité, c'est assez. C'est assez pour accélérer, pour engager les grandes transitions. Et donc, c'est là où ça nous différencie. Et je pense aussi qu'on a un coup à jouer sur les droits de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est souvent maltraitée. On le voit dans des conseils municipaux qui ont lieu à 14 h en plein après-midi, donc au moment où les gens travaillent. On souhaite remettre un peu de la considération pour l'opposition en remettant par exemple le conseil municipal en fin d'après-midi, en soirée, pour permettre aux gens de l'opposition, aux membres de l'opposition de se rendre au conseil municipal. Donc c'est ça aussi, c'est un changement de méthode. C'est également remettre le citoyen au cœur des décisions avec des consultations, avec des référendums locaux, avec le fait de se faire interpeller directement au conseil municipal avec la demi-heure des habitants. Donc oui, c'est clairement un peu disruptif, mais ça doit en tout cas ça doit prendre corps et ça doit faire sens pour les gens. Votre liste s'intitule Mulhouse, cause commune. La cause commune, c'est quoi? Alors la cause commune, ça a été entendu au sens où on défend tout ce qu'on appelle, nous, les biens communs. Les biens communs, c'est évidemment notre environnement, c'est évidemment les liens sociaux entre les individus. Dans une ville où il y a une fragmentation, un certain repli sur soi, qu'on voit entre quartiers, qu'on voit entre personnes, notre cause commune, c'est aussi de se dire que Mulhouse, on en est fier, on ne veut pas que ça devienne un lieu du tout marchand, on veut que ce soit aussi un lieu où on s'épanouisse, en dialogue, où ce soit un lieu de rencontre, un lieu de partage de culture. Et donc dire Mulhouse cause commune, c'est qu'on a une seule motivation, c'est de défendre, de protéger et de porter l'idée d'une ville pour tous, une ville apaisée, d'une ville respirable, d'une ville des liens. Donc c'est un peu ça notre idée. Les écologistes sont forts chez nos voisins, dans le Bade-Wurtemberg. Hein. On a eu un maire écologiste à Fribourg, effectivement. Un maire vert, ça pourrait le faire à Mulhouse? Bien sûr. Et quand vous parlez de Fribourg, il y avait Dieter Salomon, qui a longtemps été maire écolo de Fribourg, mais on a aujourd'hui le conseil municipal qui est toujours aux mains des écologistes, le Gemeinderat, qui est toujours largement dominé, possédé par si j'ose dire, par les écologistes, en bonne intelligence évidemment avec leurs partenaires, mais on a des liens très forts avec eux. Donc avoir un réseau de villes écolo, pourquoi pas. Demain, Strasbourg pourrait également avoir une maire écologiste, Besançon une maire écologiste. À Bâle, on a également des liens avec les Verts bâlois, avec Maya Graf, du côté de Bâle-Campagne. Donc ce serait bien de construire, d'avoir une coopération qui soit non plus tournée que vers la compétitivité, vers la thématique des transports structurants, mais vers l'idée des villes en transition, l'idée des villes accueillantes, l'idée des villes sobres. Alors, une première aussi, c'est l'union des écologistes et de la gauche à Mulhouse pour cette campagne. Oui, c'est une première et je pense qu'on a réussi quelque chose de fort. Alors, il faut aussi dire, et en toute humilité, que le moment l'y obligeait. Donc, c'était finalement le bon moment pour s'allier, la gauche et les écologistes, ensemble, et de se dire que face aux enjeux qui sont ceux de Mulhouse, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, tous les partis de gauche, la gauche de transformation et les écologistes que j'appelle en acte, ont trouvé justement cet intérêt commun à porter la cause commune de Mulhouse, ici au travers de cette élection municipale. Donc, j'en suis fier. Mais ça nous responsabilise et les gens doivent aussi se dire qu'à un moment donné, faire confiance à quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau, c'est aussi se dire je veux changer la ville, je veux changer ma vie et je veux donc leur faire confiance. Comment vous allez passer votre dernière journée avant le scrutin? Alors la dernière journée avant le scrutin, c'est-à-dire le samedi, donc concrètement… Oui, même le dimanche, finalement, les dernières heures avant
le verdict du Bon, premier tour? je vais la passer tranquillement. Ça va être sans doute le moment le plus calme de la campagne, mais en même temps le plus stressant. Mais c'est vrai qu'on ira sans doute un peu prendre l'air avec ma compagne ou alors boire un café en ville. Donc on verra en fonction des circonstances. J'aimerais aussi peut-être déjà écrire ce que pourront être les scénarios du second tour, parce qu'ils ont leur importance et parce que je tiens à la qualité du message qu'on transmet aux Mulhousiens et aux Mulhousiennes. Merci beaucoup, Loïc Munéry. Merci à vous, merci K. Candidat de la liste Mulhouse Cause Commune. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup. De Colmar, Pforzheim, Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en campagne leur course au Saint-Patron des rôtisseurs à propos de la touché par un incendie dans la ville.